ces temps de renforcement du clivage politique, en tant que président de l'ARPAC, l'Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen, qui est une association non alignée, je voudrais profiter de la forte unanimité républicaine qui rassemble tous les partis depuis LFI jusqu'à Reconquête, en passant par le Parti communiste français, le PS, Renaissance, les Républicains, le RN, pour rappeler à quel point ces gens sont en fait réunis et solidaires à un point que, franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Ils sont vraiment tous réunis. Si on regarde donc leur inébranlable concorde, en fait, pour s'assurer que les Français sans histoire demeurent désarmés, impuissants, vulnérables, chez eux comme dans l'espace public, et à la merci du moindre voyou équipé d'un banal tournevis, on se rend compte qu'ils arrivent vraiment à mettre leurs différends de côté quand il s'agit de s'unir pour la grande cause très bien résumée à l'époque par l'abbé Pierre. La politique consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner. Fin de citation. C'est vrai que s'il vous suffisait d'avoir un casier vierge et de passer un permis pour acquérir et porter une arme à feu, comme c'est le cas par exemple en Tchéquie ou en Estonie, ces deux fameux pays européens anxiogènes, ces coupe-gorge dignes du Far West, avec des criminalités ridiculement plus basses qu'en France, eh bien c'est sûr que nos politiciens, une fois élus, pour eux, c'est plus compliqué en pratique de vous taxer jusqu'à la moelle pour satisfaire leur clientèle électorale. Mais c'est pas juste pour vous rappeler une fois de plus qu'en France, tout le monde semble se satisfaire que les gens sans histoire se fassent saigner par des voyous de manière quotidienne, que je me suis déguisé en pingouin avec une cravate devant cette caméra. Non. Non, je voudrais vous montrer que, au-delà finalement du foutage de gueule intégral que représente l'idée qu'on vous désarme pour votre sécurité, eh bien, en fait, plus vraiment intellectuellement, il y a une vraie dissonance cognitive, idéologique chez tous les aspirants nababs qui dirigent les partis politiques actuels. En fait, voilà, ils sont tous fermement opposés à l'idée d'autoriser les Français à s'armer. Et que ce soit une conviction ou un calcul électoral, finalement, je compte prouver dans cette suite de vidéos que dans tous les cas, c'est systématiquement absurde et intellectuellement malhonnête. Mais pour éviter de sombrer dans un tous pourri, un petit peu éculé quand même, et sans le moindre argument, je vais justement prendre ces partis un par un, de gauche à droite dans le spectre politique, pour vous montrer à quel point leur opposition au port d'armes démontre la fumisterie qui est leur soi-disant idéal politique. Donc on va faire ça en plusieurs vidéos, une pour les partis de gauche, une pour le centre et une pour la droite. On va les rassembler un petit peu parce que je ne vais pas faire 100 vidéos non plus. Donc comme ça, vous pourrez choisir de ne regarder que celle qui vous arrange, mais si vous voulez faire la totale, sachez qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. Alors enfin, tous ceux que je vais étudier, parce qu'il y en a quelques-uns que je zappe, ils sont un peu trop petits, enfin bref. Le but, bien entendu, c'est de m'adresser à tout le monde, à toutes les sensibilités, parce que je pense que le port d'armes est une cause transpartisane, et j'espère que ces vidéos vont le démontrer. Enfin, quelle que soit votre sensibilité politique, je compte aussi vous donner des arguments qui vous permettront de parler à votre propre camp politique, autant qu'à vos connaissances, vos fréquentations qui sont d'un autre bord. Ma méthodologie, c'est la suivante. Pour chaque parti, j'essaye de saisir soit leur fond idéologique propre, soit des références fondatrices dont ils se réclament, soit, en l'absence de telles choses, les postulats actuels et leur manière annoncée d'envisager la société, ses maux et les solutions à mettre en place. Si ma subjectivité politique risque forcément de transparaître dans cette analyse, sachez néanmoins que je ne donne aucune consigne de vote. Je tiens à rappeler que toutes les sensibilités politiques ont leur place à l'ARPAC, tant que l'idée d'une personne responsable qui n'a jamais agressé personne puisse avoir la possibilité de porter une arme pour se défendre elle-même et ses proches, si par malheur elle devait subir une agression violente. Si cette idée vous est familière, vous êtes les bienvenus à l'ARPAC. Aux armes, citoyens!
La gauche tout entière est en contradiction avec elle-même sur son refus du port d'armes citoyen, et ce, dans sa branche qualifiée de plus extrême à celle communément décrite comme la plus modérée. Cette contradiction n'est pas spécifique à la gauche, mais c'est ce qui sera étudié dans ce chapitre, et c'est ce qu'on va tenter de démontrer dans cette vidéo. Petite note à part, hein, je fais quand même un petit peu l'impasse sur les écolos, parce que finalement j'ai un petit peu échoué à trouver une véritable constance doctrinale là-dessus, et puis en plus la sécurité, c'est un peu comme si ça n'existait pas quand on regarde leur programme et tout ça. Enfin, c'est très vague, il n'y a rien de bien précis, ou rien d'original en tout cas par rapport au reste de la gauche. Donc j'aurais bien cassé du sucre sur le dos de Sandrine Rousseau, mais comme elle ne représente pas plus les écolos qu'un autre et que le gloubi-boulga de ces gens part un peu dans tous les sens finalement, au final ils se rendent un peu au-delà de toute critique, puisqu'ils disent tout et son contraire, c'est un peu compliqué à analyser. C'est un petit constat d'échec de ma part, mais on va zapper les écolos. Donc on va commencer par LFI, parti ouvertement de gauche qui se présente comme étant en totale rupture avec Macron. Sauf sur le port d'armes. Là, ils sont en parfait accord avec Macron. Il s'agit de prolonger l'interdiction actuelle. Donc LFI se revendique du marxisme entre autres, mais je vais garder cet aspect marxiste pour le Parti communiste français pour me concentrer sur ce qui est plus spécifique au parti de Mélenchon dans son fond idéologique et surtout dans sa figure tutélaire. LFI, c'est un parti qui a une source particulière d'inspiration qui lui est vraiment propre et unique. Ils ont un tropisme maintes fois revendiqué et très fort pour Maximilien de Robespierre, et c'est assumé. Donc il trouve que Robespierre est un vrai révolutionnaire dont le jusqu'au-boutisme démontre la sincérité et la cohérence avec ses principes et, selon LFI même, sa cohérence avec les principes révolutionnaires. Donc les membres les plus influents idéologiquement semblent penser que c'est ce qui représente le mieux leur idéal politique français. Ça inclut Mélenchon, bien sûr, Manon Aubry, Léo Mans, Adrien Quatennens, Alexis Corbière. Tous présentent une filiation idéologique forte et font très souvent référence à Robespierre. Et je dois avouer que ce point particulier rend leur opposition au droit de port d'armes citoyen extrêmement dur à tenir intellectuellement. Alors comme je préfère m'adresser à Dieu qu'à ses saints, on va demander à Robespierre lui-même ce qu'il pense du port d'armes citoyen, puisque justement, il nous a fait l'honneur d'écrire sur le sujet, et pas qu'un petit peu. Et comme je ne peux pas vous faire l'intégrale de toutes ces réflexions sur le point, parce que sinon vous allez zapper la vidéo, déjà que je suis long, eh bien, j'ai choisi un petit extrait. Alors je cite: « Être armé pour sa défense personnelle est le droit de tout homme. Être armé pour défendre la liberté et l'existence de la commune patrie est le droit de tout citoyen. Ce droit est aussi sacré que celui de la défense naturelle et indivisible dont il est la conséquence, puisque l'intérêt et l'existence de la société sont composés des intérêts et des existences individuelles de ses membres. Dépouiller une portion quelconque des citoyens du port d'armes pour la patrie et en investir exclusivement l'autre, c'est donc violer à la fois cette sainte égalité qui fait la base du pacte social et les lois les plus irréfragables et les plus sacrées de la nature. » Fin de citation. En clair, si vous votez LFI et que vous êtes opposé au port d'armes citoyen, je n'ose même pas imaginer la quantité de bullshit que vous allez devoir produire pour atteindre un semblant d'illusion de cohérence avec la principale figure philosophique tutélaire du parti. Mais le Parti communiste français, qui a choisi Karl Marx pour figure fondatrice, et sa philosophie, donc, dont le PCF se revendique encore actuellement, officiellement, voilà, on va étudier ça maintenant. Alors, le communisme, à l'origine, c'est l'idée que les travailleurs vont s'unir lors du grand soir pour saisir de force le capital, donc les biens de production. C'est-à-dire les usines, les machines, les magasins, les terres agricoles, les barrages, les autoroutes, les camions, les trains,
Non, pardon, ça ils l'ont déjà saisi, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ils vont tout prendre le grand soir. Alors, le grand soir, c'est une expression, hein, ça peut être plus long. Mais en gros, un processus révolutionnaire de saisie du capital. Sauf qu'être contre le port d'armes, c'est déjà rendre quasiment impossible tout soulèvement efficace des prolétaires, ou de qui que ce soit d'ailleurs. Hein. C'est même pour ça d'ailleurs qu'on l'interdit à l'origine en France. C'était pas pour votre sécurité, l'interdiction du port d'armes. C'était de la contre-insurrection. Officiellement, hein, ça a été reconnu comme tel. Donc, si les prolétaires n'affrontent pas armes à la main des propriétaires qui ne seront pas toujours hyper coopératifs, et s'ils sont en plus protégés par des forces de police armées que les marxistes accusent régulièrement de travailler pour le compte de la bourgeoisie, eh bien je ne sais pas comment ils comptent vraiment y arriver à le lancer ou à le mener à son terme, hein, le grand soir. Et sans aller jusqu'à l'insurrection, hein, le rapport à l'insurrection, l'interdiction du port d'armes n'est pas hyper cohérent non plus avec l'indignation devant l'idée que le travailleur est de toute façon déjà opprimé, extorqué par une minorité de bourgeois qui justement utilisent la violence d'État en leur faveur. Si vous pensez vraiment que vous êtes une majorité de personnes soumises à l'oppression d'une minorité, c'est quand même évident que le droit de port d'armes citoyen vous permettrait d'avoir un contre-pouvoir réel, substantiel, un énorme contre-pouvoir face à cette engeance d'exploiteurs qui vous soumet elle-même par l'usage des armes de l'État. Mais il y a mieux. Karl Marx lui-même déclare que une fois que les propriétaires auront saisi le capital et mis les bourgeois au pas par la force, hein, alors il sera important que, et je cite Karl Marx lui-même, « Sous aucun prétexte, les armes et les munitions ne doivent être remises. Toute tentative de désarmer les travailleurs doit être déjouée par la force si nécessaire. » Si vous demandez à Fabien Roussel ce qu'il pense du port d'armes citoyen, il va vous expliquer qu'il est contre, et parce que sinon c'est le Far West comme aux États-Unis, des tueries de masse racistes, des rednecks, du lobby des armes qui tuent des enfants juste pour le pognon. Jamais ce mec ne vous dira qu'il est juste trop tôt et qu'il faut faire la révolution d'abord et qu'après on aura le port d'armes. Pour lui, c'est pas quelque chose qui sera établi à terme. Ça ne lui vient même pas à l'esprit en fait. Et Marx n'a jamais dit que la priorité de ne pas désarmer les travailleurs après la Révolution impliquait de soutenir leur désarmement avant le Grand Soir. Au contraire, il est plutôt clair sur le fait que les bourgeois s'imposent aussi par les armes et que le désarmement sert à maintenir les prolétaires dans leurs conditions serviles. Donc, si vous pensez que ça, c'est pas du foutage de gueule de catégorie olympique que de se prétendre communiste, marxiste, tout en s'opposant au droit de port d'armes, alors j'ai une bonne nouvelle pour les escrocs intellectuels de toute la planète. Voilà, messieurs, si votre gagne-pain repose sur l'exploitation de la naïveté malhonnête intellectuelle, ne vous inquiétez pas pour votre avenir, il reste splendide espoir, en tout cas avec les communistes. On passe au Parti socialiste, on commence à en faire beaucoup. Alors là, c'est un peu plus coton parce que les socialistes se sont rendus un peu aussi inattaquables sur leur fond idéologique, un petit peu comme les écolos, parce qu'en fait, leur fond idéologique, il n'y en a plus vraiment. À l'origine, ils voulaient la même chose que les communistes, mais sans la révolution sanglante. Ils voulaient saisir tous les biens de production, mais ils voulaient le faire sans se salir les mains. Ils voulaient juste, en gagnant les élections, que la police fasse le sale boulot pour eux, en gros, que ce soit fait par l'action publique de l'État à la suite d'une victoire électorale. Alors, c'est toujours un peu ce qu'ils essayent de faire, mais ils ne se définissent plus comme ça. Donc je ne vais pas les critiquer là-dessus, puisque ils ont le droit de changer d'avis. Le problème, c'est que pour trouver une définition moderne et claire du socialisme français, quelque chose de simple, dont ils se revendiqueraient tous, c'est un travail de post-doctorant subventionné à Tolbiac, et les socialistes eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Alors j'ai essayé de trouver quelque chose qui unit les socialistes. Et c'est pas facile, tant ce parti est devenu autant un fourre-tout que chez les écolos. Mais, coup de bol pour moi, il y a une figure qui les réunit tous, et c'est Jean Jaurès.
Jaurès le pacifique, Jaurès l'homme du peuple, Jaurès l'idéal, Jaurès le fondateur de la SFIO, qui est devenu le PS, jamais renié, toujours encensé. Alors, on va citer Jaurès, pardon, main gauche sur le cœur. Partout, en effet, où une section particulière du peuple demeure constamment armée, tandis que l'autre ne l'est pas, celle-ci devient nécessairement esclave de la première, ou plutôt l'une et l'autre sont réduites en servitude par ceux qui savent s'emparer du commandement. Il faut donc absolument, dans un pays libre, que tout citoyen soit soldat ou que personne ne le soit. Mais la France, entourée de nations ambitieuses et guerrières, ne peut évidemment pas se passer de la force armée. Il faut donc, suivant l'expression de Jean-Jacques Rousseau, que tout citoyen soit soldat par devoir et aucun par métier. Il faut donc qu'à la paix, au plus tard, tous les bataillons de la troupe de ligne deviennent bataillons de la garde nationale. Que les uns et les autres n'aient plus qu'un même régime, une même solde, un même habit. Alors, vous épargnerez 40 millions par an, alors disparaîtra ce germe de division qu'on cherche à semer sans cesse entre les soldats citoyens et les citoyens soldats. Alors, chaque corps nommera ses officiers et l'on ne verra plus ceux-ci vendus au pouvoir exécutif passer à l'ennemi et trahir la patrie qui les a comblés de ses bienfaits. Ce vœu, j'ose le dire, est celui de la nation entière. Il n'est personne qui ne sente que la liberté française ne peut s'établir de fait que par la chute de cette dernière colonne du despotisme. » Fin de citation. Si vous défendez le monopole absolu des armes pour la police et l'armée et que vous vous réclamez du socialisme, vous êtes au paroxysme de la trahison politique idéologique. Vous êtes l'incarnation même de l'idéal politique perverti par l'hubris du pouvoir. Vous êtes ce que dénonce Jaurès, en fait. Si vous voulez désarmer une section particulière du peuple, comme il dit, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni soldats, ni policiers, ni préfets, ni hauts fonctionnaires avec un privilège des armes, vous êtes alors un socialiste qui crache sur Jean Jaurès? Alors, pour me soutenir que c'est cohérent, il va falloir en sortir du bullshit. Mais bon, on va passer à une autre idée, autre chose que Jaurès. Alors celle-là, c'est une idée qui est plus transversale dans les partis de gauche. C'est une grande cause qui, entre guillemets, qui se sont appropriés, dont ils se revendiquent être les champions à toute catégorie. Donc comme ils se revendiquent, c'est discutable, mais je vais en discuter pour eux, et je parle de l'égalité homme-femme. Or, il faudra qu'on m'explique comment le désarmement, qui empêche les femmes de faire jeu égal avec des agresseurs beaucoup plus souvent masculins que féminins, ça n'équivaut pas à une quasi-subvention de la domination physique des hommes, voire limite du viol, quoi. Et je suis pas certain que le monde serait plus triste pour autant si les violeurs se prenaient régulièrement une balle dans la face, au lieu de mettre des cartouches aux filles qui n'en veulent pas. Donc globalement, si vous êtes de gauche et que vous êtes anti-armes, je suis désolé, mais je ne vois aucune cohérence en fait. L'armement de la population a justement été une cause portée, poussée par vos propres penseurs. L'artisan de la loi qui a le plus autorisé le port d'armes en France sous la Troisième République fut justement poussé par Eugène Farcy, un radical de gauche. Vous pouvez prétendre avoir changé, avoir maturé, mais la vérité est que vous n'êtes juste pas fidèle à vos idéaux dont vous vous réclamez encore. Un idéal, c'est pas juste quand ça vous arrange. Parce qu'à mon avis, tel ce socialiste de Daladier, vous réalisez que vous ne pourrez pas vraiment faire appliquer vos politiques et imposer à toute la... et imposer finalement toutes ces brimades qui sont un peu inhérentes au socialisme, tout ce qu'on vous prend pour le redonner à d'autres, si la population est en capacité de résister, même si les élections vous étaient favorables. J'ose même dire que vous avez probablement plus peur de ne pas arriver à imposer vos idées que de devoir souffrir
du fascisme s'il venait à être établi. Parce que vous ne pensez pas qu'un peuple armé est mieux placé pour résister au fascisme que vous détestez? Ça me paraît évident, quoi. Vous nous faites peur avec la bête immonde et vous nous désarmez face à elle. Donc, chers Français de gauche, souvenez-vous que c'est pour ça, c'est aussi pour vous hein, qu'on a écrit cette magnifique phrase. Aux armes, citoyens! Passons aux contradictions des partis dits du centre. Chez la Macronie, la contradiction idéologique est absolument partout et nulle part, puisque c'est le parti du « en même temps ». S'il y avait des calories dans la contradiction, Macron et sa bande, je pense qu'ils seraient tous en obésité morbide. Mais vis-à-vis de l'opposition au port d'armes, il faut avouer que c'est les plus costauds, et de très loin. Macron l'a clairement dit, là-dessus, il fait une exception très claire à son « en même temps ». Sur ce point, il est entier, il est ferme et il est sans ambiguïté. Donc il est opposé à la légitime défense. Opposé à la légitime... Chaque fois que je le dis, je me dis, mais comment? Enfin bon, bref. Donc, opposé à la légitime défense, et en conséquence, il explique mot pour mot que si les Français s'arment, ce sera le Far West. Et donc, il refuse que vous ayez le droit de porter une arme, même si vous étiez quelqu'un de bien, etc. Donc, par conséquent, si un sadique se met à massacrer vos gosses devant vous et que pour les sauver, vous ne voyez pas d'autre possibilité que de contre-attaquer dans le cadre de la légitime défense telle qu'elle est écrite dans la loi, sachez que Macron n'est pas d'accord, peu importe les moyens. Prenons le cas réel, mais caricatural malheureusement, de cette Autrichienne qui a poignardé son agresseur violeur à Vienne en pleine action, hein, et en pleine rue. Donc ça s'est passé il y a quelques mois. Eh bien, si on fait confiance à Macron, si on regarde ses propos stricto sensu, eh bien, elle a eu tort. Elle aurait dû le laisser finir et appeler la police ensuite. C'est la seule attitude qui serait cohérente et les propos péremptoires de Macron sont extrêmement limpides à ce sujet. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'abomination mentale qu'il faut avoir pour tenir de tels propos, mais Macron ne fait aucune concession sur le sujet. Donc finalement, à Renaissance, avec leur condescendance maladive envers le vulgus pecum de cette puérile tendance à toujours vouloir jouer à qui mieux mieux dans l'ultra politiquement correct et l'entre-soi parisien, eh bien on peut dire qu'ils sont cohérents. Ils sont en accord avec eux-mêmes. Ils pensent profondément qu'il est plus sain de vous imposer de crever la bouche ouverte en cas d'agression si ça leur permet de rester au pouvoir, eux. Parce qu'ils se croient sincèrement nécessaires au bien de la société, de par leur supériorité. C'est ce parti qui est aussi le parti des bureaucrates assumés, hein, qui vivent sous protection policière, je parle des très hauts fonctionnaires, qui donc eux sont escortés, hein, eh bien, ils se disent que vous n'avez pas besoin d'armes pour vous défendre, mais que pour eux, ça va. Ces gens se prennent pour une élite qui est légitime à distribuer des punitions générales dont ils s'estiment légitimes de s'exonérer eux-mêmes. Si vous aviez le droit de porter une arme, vous n'agresseriez probablement personne avec. Hein. En général, c'est pas par manque d'armement qu'on ne se comporte pas comme des salauds. Et pourtant, bien que les courageux bureaucrates de Renaissance n'aient pas le cran de vous le dire en face, c'est précisément parce qu'ils nous prennent tous, ou en très grande majorité, pour des dangereux beaufs épais, sanguins et lunatiques, qu'ils préfèrent nous voir réduits à l'impuissance. Alors, ils ne vous le diront pas dans les yeux, hein. Par contre, peut-être, moi particulièrement, je pense qu'à moi, ils le diront dans les yeux, en fait. Je pense que ça ne les dérangera pas de me dire que je suis effectivement un dangereux lunatique, etc. Mais bon, passons sur mon cas personnel. Mais par contre, à vous,
ils vous expliqueront, pour vous justifier de vous brimer, hein, en vous réduisant à la vulnérabilité devant la criminalité, vous, citoyens sans antécédents juridiques, ils vous diront que comme il existe sûrement quelque part un taré qui va défourailler pour faire du mal à autrui, dans le doute, on va s'assurer que absolument personne, sauf eux, ne puisse jamais se défendre. Comme ça, personne ne pourra attaquer. Parce que bien entendu, les agresseurs vérifient toujours qu'ils ont le droit de porter une arme, hein, avant de racketter, violer, voler, torturer, et en passe et des meilleurs. Mais bien entendu, chez la Macronie, si ces gens exigent de vous une discipline totale et rigoureuse dans le désarmement, en contrepartie, ils ne vous donnent aucune garantie. Si vous vous faites démonter la gueule par une bande de jeunes voyous, vous ne pourrez pas demander compensation à l'État pour non-respect du contrat social qu'ils vous ont décrit plus haut. C'est-à-dire que c'est les champions du rousseauisme et du contrat social, hein, avec l'idée du petit abandon d'une petite liberté contre une hypothétique sécurité, ces mecs-là sont hyper stricts sur votre part du contrat. Hein. Ils sont beaucoup moins stricts sur la leur. C'est vraiment de la confiance à sens unique, hein, qu'ils vous demandent. Hein. Mais finalement, par cette condescendance, Macron et sa bande sont finalement les plus cohérents et les plus constants dans leur obsession du désarmement. C'est-à-dire que le pays devient doucement un remake du Rwanda en 1994, mais pour la Macronie, il n'y a pas de problème. Imposer à certains Français de se faire crever pour un regard de travers, c'est le prix à payer pour ne pas vivre au Far West. Hein, c'est ça en fait l'idée. Son ordre est justifié. Donc là, pas de contradiction en fait. Hein. Là, j'ai annoncé des contradictions vis-à-vis du port d'armes, mais là, il n'y en a pas. Là, c'est juste... la position de Macron vis-à-vis du port d'armes, c'est juste de la putasserie sous stéroïdes, mais au moins, faut admettre que c'est presque totalement assumé, quoi. Voilà. Eux, ils sont pas en contradiction. Alors du coup, on va passer aux Républicains, hein, l'autre, pas encore grand parti, hein, considéré comme du centre, enfin, droit mais qui vire au centre. Alors, c'est-à-dire que le parti est quand même en perte de vitesse, etc., mais ils sont quand même bien fait dépasser par la droite. C'est pour ça que je les mets au centre. Hein. Donc, les Républicains, c'est globalement un petit peu la même substance que le PS et la Macronie. Donc, ils ont toutes ces contradictions-là aussi, enfin pour certaines en tout cas, au moins celle de la Macronie. Donc, c'est plus compliqué. Mais finalement, chez les Républicains, la condescendance et le sentiment élitiste, hein, l'idée de la punition générale appliquée à tous les Français de manière préventive pour que vous soyez tous le doigt sur la couture du pantalon, ça leur est pas spécifique. Donc c'est pas là-dessus que je vais les critiquer. Mais les Républicains, leur spécificité, leur petit truc en plus, hein, comme dirait Artus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pense que finalement, tout le monde le sait, c'est ce qui caractérise vraiment les Républicains, c'est leur référence permanente au général de Gaulle. Eh bien, désolé, je vais en choquer quelques-uns, mais j'ai des choses à redire sur l'idole sacrée de la République. De Gaulle a merdé en cautionnant la prolongation sans vote du décret de Daladier de 1939 qui vous désarme. En 1939, les socialistes ont banni toute possibilité de porter une arme pour les civils en dehors de la chasse. Daladier, socialiste, qui dirige donc ce gouvernement de 1939, personnifie finalement cette France que De Gaulle détestait, hein, cette France de fin de la Troisième République, faible avec les forts, fort avec les faibles, défaitiste, munichoise, hein, c'est la fameuse France de la guerre et du déshonneur qui a choisi le déshonneur qui aura la guerre. C'est vraiment tout ce que De Gaulle disait qu'il méprisait, hein, cette politique politicienne, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit, De Gaulle ? Ai-je jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Fin de citation.
Alors ça, c'est ce qu'il nous disait dans sa fameuse tirade où il se défendait de toute tentation despotique et tyrannique. Rétablis les libertés publiques fondamentales, Charles? Ah pardon, mais là, il y a foutage de gueule. Hein. Alors j'explique. Pendant la Troisième République, sous la loi Eugène Farcy, qui a été votée au début de la République, les Français et les Françaises avaient une grande liberté vis-à-vis des armes, de leur détention, de leur fabrication, de leur commerce, de leur port pour usage défensif. La loi Eugène Farcy avait été arrachée par l'Assemblée après des âpres débats, votée et ratifiée contre la volonté d'un exécutif qui aurait largement préféré un peuple bien désarmé, bien maté. Mais la loi est passée parce que c'est le Parlement qui décide. Et cette loi a été appliquée pendant des décennies. Donc c'était sous la Troisième République, le port d'armes, c'était une liberté publique fondamentale acquise de haute lutte. Et ça, De Gaulle le savait. Cette loi était le prolongement de l'abolition du privilège de l'épée. Donc c'était cohérent avec l'esprit de la France républicaine. C'était perçu comme un fort exemple de loi qui est identique pour l'État et pour le peuple. C'était ça, hein, le républicanisme à l'époque. Et puis arrivent les années 30 avec tout le... Bon, ça commençait un petit peu à chauffer politiquement. Et dans les années 30, Laval, qui finira par... je rappelle quand même qu'il a fini par passer devant un peloton d'exécution à Fresnes pour haute trahison, quand même, puisque c'était lui le collabo en chef avec Vichy. Laval, en 1935, crée le premier registre des armes, pour savoir qui possède quelle arme. Et si vous pensez que les registres d'armes servent à autre chose qu'à effectuer des saisies, je ne sais pas à quoi vous pensez que ça sert, parce que ça n'a jamais servi que à ça, historiquement. Et en tout cas, le régime a bien servi à ça pour les nazis et pour Vichy pendant la guerre. Mais juste avant la guerre, en 1939, Daladier, qui sent que les Français n'ont qu'une envie, c'est de le foutre dehors à la pointe du fusil, Daladier, qui s'est obtenu une espèce de plein pouvoir, passe un décret qui aurait dû passer devant l'Assemblée pour être vraiment pérenne. Et ce décret annule la loi Eugène Farcy. Et d'ailleurs, ce décret, c'est même la base, avec toutes ces catégories, etc., des lois actuelles qui interdisent le port d'armes et qui classent les armes selon différentes dangerosités, des catégories assez arbitraires d'ailleurs. Ce décret ne sera jamais voté, donc bon, un petit peu pour cause de capitulation nationale, mais ce décret n'avait aucune légitimité. Et ça, De Gaulle l'a conservé. Mais il l'a conservé comment? Il l'a conservé en le prolongeant avec son gouvernement provisoire. C'est-à-dire c'est un gouvernement non élu, sans constitution, sans rien. C'est eux qui ont prolongé le décret-loi non voté de Daladier. Et cette situation a duré jusqu'en 1973. Depuis la prise de pouvoir de Gaulle à la fin de la guerre jusqu'à après la mort de De Gaulle, son parti, qui dirigeait presque tout à ce moment-là, s'est fait le receleur d'un larcin législatif qui bafouait les institutions les plus élémentaires de la République. Le parti du général De Gaulle est né en foulant aux pieds la véritable souveraineté du peuple. Ce même parti, en 1973, a finalement fait passer ce décret-loi de Daladier à l'Assemblée, devant des députés godillots qui demandaient juste où est-ce qu'il fallait poser la signature. 34 ans après un décret-loi supposé temporaire en plus à l'époque, qui a bafoué les valeurs et les institutions de 3 républiques, la droite gaullienne a fini d'enfoncer le clou dans la seule mesure concrète qui était là pour donner un peu de réel, un peu de mordant, en fait, un peu de substance à la réelle souveraineté du peuple. Parce que, la souveraineté avec... En gros, l'artisan du suffrage universel présidentiel a pris bien soin de mater le peuple avant de lui donner un jouet de gamin où il faut arriver à bien mettre l'enveloppe dans le trou rectangulaire. Parce que c'est un petit peu ça quand même. Il y a un petit foutage de gueule quand même. Quand on vous permet de voter mais que vous n'avez pas le droit de porter une arme,
à votre vote, on en fait ce qu'on veut, quoi. Et ne me dites pas qu'il ne pensait pas à mal. De Gaulle pensait que les Français étaient des veaux, il était pété d'orgueil, et puis quand un militaire désarme quelque chose, il sait parfaitement ce qu'il fait. Et le parti des Républicains actuels se gargarise des valeurs républicaines du général, alors qu'ils ont fondé leur quasi-hégémonie politique en France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur une arnaque totale du droit des Français qu'ils avaient conquis et qu'ils voulaient à être un peuple armé et souverain. Vous votez les Républicains et vous êtes contre le port d'armes? Comme Macron, votre seule cohérence, c'est votre dégoûtante commisération dont vous faites preuve à l'égard du peuple souverain et autonome, à l'égard des libertés individuelles. Vous devriez rougir de honte à chaque fois que vous entonnez la Marseillaise et qu'on arrive au moment le plus beau, au moment le plus fort. Aux armes, citoyens! Sur l'aile droite du spectre politique, il reste deux factions, le RN et Reconquête. Le RN revendique sa rupture avec l'époque de Jean-Marie Le Pen. Par conséquent, je ne vais pas vraiment m'attarder à leur lien idéologique avec cette époque, puisque les autres partis, je leur ai reproché leur désaccord avec leur fond idéologique et historique quand il y en avait un, au moins un dont ils se revendiquent. Mais là, le RN a dit clairement faire table rase de cette époque-là. Donc, en conséquence, je prends acte et je vais voir si leur opposition au port d'armes est cohérente avec leur ligne actuelle. Donc, je vais essayer de la résumer succinctement. Ce que nous explique le RN, ce qu'il dénonce, c'est que l'ensauvagement de la société actuelle est dû à la conjonction de deux phénomènes, en gros. Le premier phénomène, c'est la présence massive de millions d'immigrés et de descendants d'immigrés de cultures peu compatibles à la culture européenne, on va dire, et des immigrés qui n'ont pas forcément envie de s'intégrer, des gens déviants, fainéants, improductifs, coûteux, et oui, vraiment des gens avec un système de valeurs incompatible au nôtre. Le deuxième phénomène décrit par le Rassemblement national, c'est l'idée que les institutions ont une action faible et inefficace. La police et la justice sont des institutions qu'ils jugent saturées, politisées et au final peu dissuasifs dans leur action. Donc c'est, je pense, assez fidèle à leur vision de la situation. Donc on va partir dans ce cadre-là. On va imaginer que ce qu'ils disent est vrai et vérifier si leur attitude vis-à-vis du port d'armes est cohérente avec ça. Donc si on y remédiait à ces choses-là, le RN soutient que nous aurions une France plus apaisée, peuplée de citoyens plus homogènes culturellement, avec des immigrés mieux intégrés, plus calmes, des gens qui se fondraient dans une société de travailleurs honnêtes. Le RN soutient qu'une justice plus sévère, plus rapide, avec un appareil répressif mieux doté, serait plus dissuasif pour les agresseurs, donc qu'ils auraient tendance à commettre moins de crimes. Or, il y a une incohérence entre le constat et l'idée que la solution apportée serait suffisante, au moins, en tout cas suffisante pour rendre le port d'armes inutile pour sa défense personnelle, voire obsolète. La criminalité de rue dénoncée par le RN, celle des marginaux immigrés, africains ou moyen-orientaux, des gens anomiques, c'est typiquement des phénomènes qui sont peu sensibles à la menace d'une justice sévère. Prenez ces gens tels qu'ils sont décrits, vous leur promettez la tôle à la moindre incartade. Ok. À l'inverse de vous, ils n'ont pas peur qu'on les force à revendre leur maison pour payer une amende, ils n'ont pas peur de se faire détruire leur famille, ils n'ont pas peur de perdre un emploi. Et puis en tôle, ils ont des amis, et puis vous n'en avez pas. Donc je vous garantis que ces misters au QTF, en gros, ils braqueront quand même des téléphones, ils violeront quand même, ils poignarderont quand même. Parce que la prison leur fait beaucoup moins peur à eux qu'à vous.
En prison, c'est vous qu'on violera dans les douches, c'est pas eux. De tels profils criminels, en plus, ne seront pas arrêtés dans leur action par l'idée d'une menace lointaine de la police. Parce qu'elle n'est pas là au moment des faits. Et le juge supposé sévère, il n'est pas là non plus. Ce sont des gens qui se projettent très peu dans l'avenir, étant donné leur situation. Donc, quand une telle personne passe à l'action, la seule chose qui va l'arrêter, ce n'est pas l'idée qu'on va lui faire quelque chose après. C'est votre 9 mm pointé sur sa poitrine. Ça va le calmer. Ça va lui faire sentir l'immédiateté du danger. Ça peut l'inciter à ne pas poursuivre l'agression. Et s'il poursuit quand même l'agression, ce n'est que le fait de tirer vous-même qui arrêtera l'agression, parce que la police n'arrivera pas à temps. Donc, sauf si vous courez plus vite que tous ces criminels, vous devrez quand même subir leurs tourments. Et vous voulez vraiment parier votre vie sur une course à pied, vous? Bon, une justice sévère ne calmera pas des centaines de milliers de voyous givrés qui n'accordent aucune valeur à la vie en général, et même pas forcément à la leur. Donc, mettre vraiment hors d'état de nuire les voyous que la police capture et capturer plus de ces voyous, c'est une chose. Et c'est ce que projette de faire le RN. On ne peut pas dire que ce soit une mauvaise chose de capturer beaucoup de criminels et de les mettre réellement hors d'état de nuire. Rien de tout ça ne dissuadera ceux qui restent de passer à l'action. Ceux qui restent n'ont toujours rien à perdre et vous avez toujours tout à perdre. Donc il se trouve que ces agresseurs, en plus, malheureusement, sont juste assez intelligents pour vérifier que la police n'est pas là quand ils vous agressent. Donc vous ne serez pas protégés et tous ceux qui restent seront quand même toujours aussi agressifs. En plus, comme personne ne veut les récupérer, ça va être compliqué de les renvoyer. Donc quelque part, pour eux, se faire capturer, c'est l'assurance de rester en France. Le RN dit clairement que ces gens-là, ils veulent les enfermer en suivant la procédure légale, puisqu'ils clament qu'ils ne sont pas les fascistes que la gauche prétend. Ok, je veux bien les croire, ou en tout cas accepter l'hypothèse pour cette vidéo. Donc, ils vont devoir tous les capturer, un par un, enquêter pour vérifier les faits quand même, les juger et les incarcérer. Ça va leur prendre du temps, ça va leur prendre beaucoup de temps. Admettons que le RN y arrive. Le temps qu'ils arrivent à un résultat probant qui fasse une vraie différence sur la société, vous allez continuer à souffrir. Parce que le RN a justement dit que ces gens étaient extrêmement nombreux. Donc, une fois de plus, je ne juge pas du nombre. Donc, sans nier ni confirmer la réalité de la situation décrite par le RN, réalistiquement, avant qu'il n'arrive à y faire une différence substantielle pour que votre vie ne soit réellement plus en danger comme elle l'est maintenant selon leur propre dire, eh bien vous risquez de souffrir pendant un très long moment. Donc comment justifier de vous désarmer face à cette violence qu'ils dénoncent, sachant qu'ils ne vont forcément pas pouvoir y faire quelque chose tout de suite? Et comme le RN est exactement comme le LFI et Macron, ils sont fermement opposés à l'idée que vous puissiez vous armer. Donc, les migrants sous OQTF, même si le RN a raison sur absolument tout ce qu'ils disent, ils vont quand même vous faire souffrir pendant un très long moment. Et même si Bardella arrivait très rapidement à nettoyer les rues, eh bien, il n'est toujours pas cohérent pour le Rassemblement national de vous interdire de porter une arme, parce que soit la société est apaisée après, soit elle ne l'est pas. Donc, il y aura toujours un petit peu de criminalité. Il y avait déjà des viols avant, il y en aura toujours un petit peu après. Même si on arrive à en éliminer une grande partie, il y aura toujours des attaques, toujours des meurtres. Donc, soit les Français sont des gens apaisés et bienveillants et la société était beaucoup mieux avant, et effectivement, à ce moment-là, on peut se demander pourquoi on leur interdirait de porter une arme pour faire face à la criminalité résiduelle, soit les Français sont les mêmes beaufs épais et instables que décrit le Rassemblement national. Et auquel cas, on se demande bien s'ils ont raison sur toute la ligne. Donc, on ne peut pas dire que toute la criminalité est due aux étrangers à un moment, ou l'immense majorité, et puis ensuite dire que même si on arrive à résoudre cette criminalité, c'est quand même une raison.
les Français sont encore inaptes au port d'armes. Il faut choisir à un moment. Soit ils sont bien, soit ils ne sont pas bien. Donc il faut aussi se rendre compte de la contradiction dans ce manque de confiance que le Rassemblement national affiche vis-à-vis de tous les Français concernant le désarmement. Maintenant, passons à Reconquête. Donc Reconquête ne tient pas un discours très différent globalement concernant la criminalité, la sécurité et l'armement du peuple, les risques de déviance, etc. Ils sont assez raccords avec le RN sur ce point, donc on ne va pas forcément se répéter là-dessus. En revanche, il y a quelque chose sur lequel Zemmour a été assez franc et a beaucoup insisté, c'est concernant la politique de l'armée. L'armée d'une France forte, d'une France puissante. Zemmour, son analyse de la situation de l'appareil militaire de la France, c'est que l'armée est excellente, dispose d'excellents équipements, de très bonnes compétences, mais qu'elle est échantillonnesque, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de petits corps très compétents dans leur domaine, mais trop petits. Or, désarmer la population dans un tel contexte, c'est une hérésie. Je ne vois pas comment on peut le dire autrement. Soit notre armée est une armée de défense pure, et auquel cas avoir une population formée aux armes, qui porte ces armes par habitude, qui est ancrée dans l'idée du citoyen soldat, c'est un atout énorme pour contrer un ennemi envahisseur, puisque l'occupation d'une population extrêmement armée est très compliquée. Soit on a une armée qui doit aussi se projeter, auquel cas avoir un arrière-ban très fort. Un arrière-ban, c'est la population armée qui occupe le terrain, c'est les partisans. Bon. Avoir un arrière-ban très fort, c'est un avantage, parce que ça libère des forces qu'on peut projeter à l'étranger, pour donc augmenter la masse de l'armée projetée à l'extérieur. Donc, une armée qu'on veut massifier, selon l'expression de Zemmour, surtout à l'échelle d'un pays pas si grand que ça, comme la France, qui n'est plus un aussi grand pays en termes de poids démographique, eh bien, c'est une armée une armée qu'on veut massifier, c'est une armée qui ne saurait se passer finalement de l'opportunité de laisser une population calme et sans histoire, patriotique, s'armer elle-même sur ses propres deniers en plus, parce que c'est une ressource qui n'est même pas tirée des deniers publics. Si vous laissez les citoyens s'armer, ils payent leurs fusils, ils payent leurs munitions. Donc ça allège le budget militaire et ça permet vraiment de le concentrer ailleurs. Donc, massifier l'armée et désarmer le citoyen, c'est vraiment, c'est vider d'un côté pour remplir de l'autre, ça n'a aucun sens. Donc si vous êtes séduit par les arguments de l'aile droite du spectre politique que sont le RN et Reconquête, que vous aimez l'idée d'une France calme, d'une France sécurisée, d'une France forte avec des citoyens responsables qui ont des valeurs et que vous voulez désarmer ces citoyens en même temps, ça n'a aucun sens en fait. Si vous pensez que laisser les Français s'armer et porter une arme comme ils le faisaient avant la Deuxième Guerre mondiale, ce serait le Far West et le chaos, bah en fait finalement vous vous êtes trompé de parti. Vous êtes du côté de Macron en fait. Donc, ne vous laissez pas avoir par la contradiction des termes. Soit vous êtes pour une France forte, soit vous êtes pour une France soumise. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Vous ne pouvez pas être à la fois au Rassemblement national et tenir le même discours que Macron. Le Français fort, c'est un Français armé. Aux armes, citoyens! J'ai maintenant fait le tour des gros partis politiques du paysage actuel. J'espère avoir mis en lumière que malgré leur parfaite unanimité pour vous priver de droit de port d'armes, aucun n'arrive vraiment à justifier ça par la logique. J'en viens à questionner cette unanimité de tous bords du clivage politique actuel. N'est-elle finalement pas révélatrice d'un autre aspect de nos élites ? On pourrait faire l'hypothèse que ces partis sont en fait
en fait juste des petites bandes de profiteurs qui veulent arriver au pouvoir pour vous exploiter et qu'ils ont tous besoin que vous soyez désarmés pour vraiment jouer au gouverneur, pour vraiment jouir du pouvoir lorsqu'ils y parviennent. Leurs différences idéologiques ne seraient finalement que des positionnements marketing sur des électorats qu'ils se contentent de flatter pour les manipuler et rassembler des votes sans trop se soucier de leur cohérence, parce que leur but est le pouvoir en lui-même. Ainsi, leur idéologie est juste une rationalisation a posteriori qui sert à justifier leur désir profond, et leur désir profond, c'est juste de vous dominer. Donc, ils justifient tous notre désarmement par le désarmement de notre antagonisme supposé. La gauche justifie le désarmement des prolétaires pour désarmer les fascistes et les capitalistes. Le centre justifie le désarmement des gens raisonnables et modérés pour désarmer les extrémistes de gauche comme de droite. La droite justifie de désarmer le bon peuple autochtone pour désarmer les criminels majoritairement étrangers. Et à la fin, quel que soit celui que vous avez choisi de reconnaître comme votre danger, comme votre menace, vous devez mendier l'État pour qu'il vous en protège. Ils veulent tous vous réduire à la mendicité sécuritaire. Je me refuse de croire qu'aucune personne raisonnable et pacifique a un intérêt personnel ou collectif à son propre désarmement, quelle que soit son orientation politique. Et j'ajoute que si une personne refuse de porter une arme pour n'importe quelle raison, aucune majorité, aucun groupe ne devrait jamais pouvoir l'y obliger. Et à l'inverse, aucune majorité, aucun groupe ne devrait jamais pouvoir vous interdire de porter une arme pour votre protection. Soit les lois de la société sont là pour garantir vos droits individuels, soit vos sacrifices individuels garantissent les privilèges de ceux qui dirigent la société. Aux armes, citoyens!